Vous savez, la dernière fois, je vous disais par rapport à ces messieurs Nanga qu'il avait tenu des propos gravissimes en affirmant notamment que les FDLR étaient recrutés dans notre armée, jusque même dans la garde républicaine. Et je vous disais déjà que c'était tendre la main à nos ennemis, c'était vraiment leur dresser le tapis. Pourquoi? Parce que ça a toujours été le prétexte du Rwanda pour attaquer la RDC. C'est son piternel prétexte de FDLR. FDLR que eux-mêmes ont reconnu comme étant un mouvement résiduel. FDLR pour lesquels nous avons eu beaucoup d'opérations conjointes avec l'armée rwandaise pour les vaincre. FDLR dont certains combattants ont été, en tout cas la majorité ont été envoyés au Rwanda, mais qui ensuite ont été recyclés là-bas, endoctrinés, puis renvoyés en RDC. FDLR qui ont vécu dans une zone que le Rwanda non seulement a géré par les multiples groupes armés que le Rwanda soutient armes à l'est de la RDC pour nous piller, mais aussi pendant près de 5 ans d'occupation d'un tiers de notre territoire, la partie orientale, à travers le RCD, qui était un mouvement rwandais, qui se prétendait congolais. Donc le Rwanda gérait cette période-là après la guerre, la première guerre d'agression, sans pour autant arriver à vaincre cette problématique. Et que des Congolais, comme je le disais, que des Congolais parlent du recrutement de FDLR dans notre armée, c'était très grave. Car la stratégie du Rwanda maintenant, là, comme il y a des évidences de la présence de l'armée rwandaise à l'est de notre pays, comme il y avait déjà des évidences à l'époque, parce que là maintenant on parle de l'armée rwandaise, comme notre riposte a été musclée, le Rwanda a envoyé des troupes et des forces spéciales qui combattent tous ces jeunes-là que vous voyez, M23, machin, c'est des fanfarons qui se la racontent seulement sur les réseaux sociaux et dans les médias, mais en réalité, sur terrain, ce sont les militaires rwandais aguerris, formés par les Américains, armés par toutes ces multinationales-là, qui combattent à l'est du pays, avec des preuves. Et c'est pourquoi vous verrez comment son discours a évolué. Avant, c'était que, voilà, c'était le prétexte des FDLR, même si ça continue, mais que voilà, c'était des réfugiés qui voulaient rentrer chez eux pour stopper le génocide contre les Tutsis, ce qui est archi faux. Le mot génocide, nous l'avons appris avec ce qui s'est passé au Rwanda. Nous ne sommes pas de cette culture-là. Les Congolais parlent lorsqu'il y a des problèmes. Même lorsqu'il y a une communauté qui souffre, tout ça, il peut y avoir certains qui sont manipulés pour s'entretuer, tout ça. Mais très vite, on trouve une solution et puis on avance. Il n'y a pas une communauté qui prend les armes contre la République. Ça, ce n'est pas dans notre ADN. Et comme je disais tout à l'heure, par rapport à Nanga, le fait déjà de dire que les FDLR étaient recrutés dans notre armée, c'était pour le Rwanda une façon de dire que dans tous les cas, on parle des FDLR qui représentent une menace pour nous, le Rwanda. Mais ces FDLR-là, lorsque vous allez aller les chercher, vous ne les trouverez pas. Parce que ces FDLR-là sont dans l'armée congolaise. Et pour cela, tant que l'armée congolaise monte en puissance et se rapproche de nos frontières, nous nous sentons menacés parce que ce n'est pas seulement l'armée congolaise, mais c'est l'armée congolaise qui a en son sein les FDLR, et donc l'armée congolaise a adopté une rhétorique et une idéologie génocidaire, et nous nous sentons en danger. Et ça augurait déjà tout ça. Mais aujourd'hui, voir Jean-Jacques Mamba aller adhérer à ces aventures, des très courtes durées, parce que la durée, ce n'est pas seulement les années. Le Congo sera éternellement le Congo jusqu'à ce que le monde prendra fin, dans ses frontières de 1960. Et donc,
même à l'échelle de sa vie, c'est une courte durée. Et après avoir eu un parcours aussi brillant, après avoir été parmi cette crème-là de la politique congolaise, finir comme ça. Nanga, c'est quelqu'un qui est sorti de nulle part, fabriqué par la Kabylie, qui a tripoté les élections, tout ça. Déjà, même en étant pleinement congolais, entre guillemets, servant la République, il l'a servi de façon déshonorante. Il l'a servi de façon médiocre, de façon criminelle. Et donc, qu'il bascule par frustration parce qu'on a arrêté le pillage qu'il faisait de nos minerais là-bas dans la province du Haut-Ouélé, et qu'il rejoigne ces gens-là pensant faire mal à je ne sais qui, ce n'est que normal parce que Nanga, c'est un voyou. Mais que Mamba, par frustration parce qu'il a échoué aux élections, aille rejoindre ces gens-là, c'est triste. Et c'est pourquoi, contrairement à la dernière fois où j'étais très énervé par rapport à l'attitude de Nanga, aujourd'hui, vous sentez que je suis très touché et j'ai très mal. Il y avait Adam Chaloué. Je vois d'autres jeunes de la diaspora, là, forcément des désœuvrés, parce que je ne vois pas quelqu'un qui a toute sa tête et qui a un travail décent, qui a une famille, qui doit protéger tout ça, aller se joindre à ses ennemis de la République. Mais voir Mamba renier le combat de nos pères fondateurs, aller aux côtés de ceux-là qui ont versé les sangs des milliers de nos compatriotes, emprunter le même discours que ceux-là pour justifier leurs actes. Parce que quand il dit que nous ne faisons pas ce qu'il faut pour protéger notre population, mais le Rwanda qui les soutient, ou pour qui ils travaillent d'ailleurs, parce qu'ils sont dans un mouvement rwandais, le Rwanda pour qui ils travaillent désormais, fait ce qu'il faut pour protéger sa population, ça veut dire quoi? Parce qu'il les fait en tuant notre population. Et de quelle population on parle? Parce que la majorité de la population rwandaise vit dans la peur. C'est un régime de terreur qui a été installé là-bas. Et je ne vois pas au profit de quel peuple parle-t-on. J'aimerais vraiment attirer l'attention de ceux-là qui nous suivent. L'UDPS dans ces pays, je ne suis pas membre de l'UDPS, l'UDPS dans ces pays a été malmenée, créée dans un contexte de dictature. Le président actuel, Félix Tshisekedi, a été relégué avec son père, renvoyé là-bas au fin fond au village. La dernière fois que j'ai discuté avec lui, on va dire la première fois que je l'ai vu d'ailleurs, il m'a raconté des anecdotes de comment la vie était là-bas, parlant des routes, tout ça, comment il avait vécu cette période-là de la relégation. Pendant tous ces temps-là, même quand l'AFDEL est venu, l'UDPS a toujours gardé sa ligne d'une lutte non armée, non violente. Kabila nous a ramené une dictature light pendant 18 ans. L'UDPS est resté droite dans ses bottes, suivant la ligne droite de nos pères fondateurs, la lutte non violente. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir. On a beau parler de certains défauts, de certains classiques du pouvoir, des détournements qui continuent, tout ça, mais les gens oublient qu'on a laissé à l'UDPS une coquille vide. Notre pays a été dépiécé, démantelé. Que ce soit la cohésion sociale, que ce soit l'administration publique. Notre armée n'en parle même pas. Nous n'étions un pays que de nom. Comment expliquez-vous qu'on laisse un budget de 4 milliards pendant 4 ans par celui que tout le monde dit être le meilleur premier ministre de notre pays? Matata Ponyo, pour ne pas les citer, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et qui me considère beaucoup. Mais il était justement dans ces systèmes-là de la Kabylie, où s'il est honnête là où il me suit, il doit reconnaître que les pesanteurs étaient tellement énormes, la prédation était tellement la norme,
que pour le président Kabila, c'était de la magie que les budgets soient multipliés par 3 l'année qui allait suivre. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il a instruit le FCC à refuser ces budgets-là parce que c'était absurde, parce que c'était impossible. Je ne sais pas si c'était par mauvaise foi ou parce qu'il croyait tellement en ses collaborateurs, il avait tellement foi en ses collaborateurs qu'il lui avait toujours dit que ces pays ne pouvaient pas mobiliser au-delà de 4 milliards de dollars pendant toutes ces années, que lorsque le président Tshisekedi a dit que c'était possible de monter, il a cru que c'était impossible. Mais on a démontré que c'était possible, parce qu'il y a eu la reddition de comptes et on a vu effectivement que l'État a su mobiliser et capter tous ces fonds-là. Et pendant tous ces temps-là, de cette dictature light-là installée par Kabila, l'opposition, Fayoulou, Tshisekedi et tous les autres qui étaient autour là, ont gardé le cap. Ils sont restés dans une ligne non violente. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, là, je ne vois pas qu'est-ce que Tshisekedi fait qui pousserait les gens, épris de démocratie, à prendre les armes pour les renverser. Et surtout que nous sommes en train de décoller, nous sommes dans une dynamique positive pour amener notre pays. Non pas, en fait, on n'est même pas en train de décoller, mais nous sommes en train de sortir du trou où nous étions plongés. Et je me rappelle toujours, j'étais en première CO, ce n'est pas longtemps, en 2006-2007, je pense. Il y a une dame qui m'enseignait la géographie, Madame Kimpala, je pense, si je n'ai pas oublié. Elle faisait toujours une illustration du sous-développement. Elle disait que le sous-développement, c'est des gens qui sont là à terre et il faut monter pour... non, elle creusait un trou, les gens étaient dans le sous-développement et il fallait sortir du trou là pour arriver au niveau de l'émergence et après commencer à monter pour arriver au niveau du développement. Mais pour la RDC, dans le trou, elle creusait un autre trou pour illustrer où s'est trouvée la RDC. Et c'est seulement en m'approchant des politiques, c'est seulement en comprenant comment l'État fonctionne que j'ai vu combien elle avait raison. Et j'ai dit, l'évolution que nous constatons avec Tshisekedi ne peut pas pousser quelqu'un à prendre les armes pour les renverser. Et même si nous sommes frustrés par rapport à sa façon de faire, par les urnes, nous pouvons nous prendre en charge. Prenez l'exemple de CPG. Nous ne sommes pas d'accord avec tout ce que les gens du régime font. Je dis toujours, c'est le président de la République que moi je soutiens. Parce que j'ai discuté avec lui, je comprends sa vision, je l'ai intériorisée, elle rencontre ma façon de voir les choses, et j'ai analysé qu'il lui manque simplement un bras technique, il lui manque d'autres bras, d'autres têtes, des gens qui intéressent aussi sa vision, en font la leur et se battent jusqu'au sang pour y arriver. Il ne peut pas se démultiplier pour être partout au même moment et faire tout. C'est des hommes qui manquent. Et nous avons choisi de pouvoir, non pas en tant que jeunes, nous aligner dans une plateforme avec les autorités morales qui seront là pour leurs intérêts. Aujourd'hui, ils sont à gauche, demain, ils sont à droite. On s'est dit, nous sommes jeunes, nous faisons les affaires, nous évoluons petit à petit. Pourquoi pas nous mettre ensemble et commencer petit à petit à réfléchir comment nous pouvons résoudre le problème de notre pays. Déjà que nous avons la bénédiction de quelqu'un qui est là, qui est le premier opposant à lui-même, parce que c'est lui qui pointe le plus les problèmes de ces pays, comme le président actuel, n'existe pas. Et c'est ce qui dénote sa volonté de pouvoir résoudre ces problèmes-là, parce qu'il les connaît, il les dit, il les explique, parce qu'il les maîtrise. Et c'est pourquoi il met en place des solutions pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Mais comme j'ai dit, ces problèmes-là, ces solutions-là pour être mises en place, ces problèmes-là pour être résolus, ont besoin d'hommes aussi. Mais ces hommes-là, c'est par une opposition républicaine. C'est en faisant des propositions. C'est en allant dans la rue s'il est faux, pacifiquement, sans casser, sans insulter. Parce qu'en insultant là, nous portons préjudice même à la société, parce que les enfants nous écoutent. Il y en a qui ne sont pas concernés ou qui ne se sentent pas directement concernés par ce que nous faisons, qui vaquent librement à leurs occupations.
Il faudrait que nos marches soient pacifiques. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs actions que nous pouvons entreprendre pour montrer notre mécontentement par rapport à la façon de gérer le pays du régime actuel et proposer une alternative ou c'est proposer en alternative à notre population. Ce n'est pas en prenant des armes. Et prenant des armes données par qui? Par Paul Kagame. Vous ne faites pas 1 kilomètre de notre sol, même en traversant seulement la frontière congolo-rwandaise. Vous ne faites pas 1 kilomètre en chantant les noms de Paul Kagame et les gens vous accueillent. Tous ces gens-là qui vivent dans les zones contrôlées par l'armée rwandaise vivent dans une prison à ciel ouvert. Les gens essayent simplement d'être résilients, de faire leurs activités, de vaquer à leurs occupations, de faire leur commerce, tout ça, essayer d'envoyer les enfants à l'école à la mesure du possible. Mais en réalité, c'est des gens qui vivent dans la peur. Nous sommes arrivés à Kichanga, après que Kichanga ait été libéré par nos Wazalendo, nos vaillants Wazalendo que je salue. Nous avons vu comment nous étions accueillis comme des héros. Ils venaient de passer des semaines et des semaines avec les M23. Mais malheureusement, lorsque l'armée rwandaise est montée en puissance et pendant que nous respections le cessez-le-feu, nos Wazalendo n'ont pas su tenir face à des militaires aguerris, des forces spéciales rwandaises qui sont venus avec leur contre-offensive. Et aujourd'hui, Kichanga est repassé entre les mains des Rwandais. Mais j'ai pitié et j'ai mal pour cette population-là. Donc c'est pour dire que ceux qui nous suivent, si vous pensez, vous aussi comme vous êtes là, vous pensez que si c'est pour le buzz, ou vous pensez que voilà, ça va leur faire mal par rapport à ce qu'ils m'ont fait subir, si j'ai mal lié à Nanga et à Kagame, c'est de la folie, parce que vous ne faites du mal qu'à vous-même, vous faites du mal à votre peuple, vous faites du mal à votre pays, et vous allez surtout baiser les pieds de quelqu'un qui a craché sur vous. Et ça, vous êtes pire qu'un chien, vous n'avez aucune dignité. Et vous ne méritez pas le pardon de la République. Et je vous demande pardon, je vous en supplie. Fouillez ces gens. Ne pensez pas que c'est de la blague. Ne pensez pas que c'est un buzz pour les réseaux sociaux. Des gens meurent directement sous les balles de Paul Kagame et plusieurs encore indirectement par la catastrophe humanitaire qu'il a créée. Des gens meurent chaque jour de faim. Des gens meurent chaque jour de maladie. Des gens meurent chaque jour de viol et de toutes sortes de choses horribles occasionnées par Paul Kagame. Aujourd'hui, on a toujours dénoncé la complicité de la communauté internationale. J'ai suivi le président Macron qui dit que chaque dollar enlevé à la Russie est une victoire pour les alliés qui les combattent. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Donc chaque dollar donné au Rwanda est quoi? Est une défaite pour la raison, en fait. Est une défaite pour le bon sens, est une défaite pour les victimes, les millions de victimes causées par la folie guerrière et meurtrière de Paul Kagame. Il signe, pendant que Paul Kagame nous agresse, il signe des traités de coopération avec lui. Pendant que Paul Kagame nous agresse, ils envoient leurs militaires aller former les militaires rwandais. Pendant que Paul Kagame nous agresse, à cause de nos minerais, et vous savez, c'est comme un doigt d'honneur qu'on fait à notre peuple et on crache sur nos morts, juste après que le monde s'est soulevé, sur les réseaux sociaux, partout, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, pour parler des morts qu'il y a en RDC et de cette catastrophe-là causée par Paul Kagame, ces gens-là, la plus ingénieuse idée qu'ils trouvent, c'est de signer un mémorandum d'entente qui va déboucher sur une coopération formelle
Sur quoi? Sur la valorisation de la chaîne des valeurs des minerais. Des minerais rwandais. Alors que nous savons tous que le Rwanda n'a que le vent et la pluie comme richesse. Mais on va signer des traités pour eux. C'est quoi si ce n'est pas du blanchiment? Donc on veut, comme les gens ont tellement crié que ce sont les minerais du sang, alors il faut canoniser, il faut jeter de l'eau bénite sur ces minerais-là et qu'on dise que ce sont des minerais propres parce que nous avons certifié que c'est des minerais propres. C'est de la... C'est au-delà de... C'est pire que de la complicité, c'est un aveu de culpabilité pour nous dire que c'est moi, c'est nous, les Occidentaux, qui sommes derrière cette histoire. Et nous devons nous prendre en charge. Et ce sont les mêmes qui viennent nous dire que nous devons dialoguer avec le Rwanda. En réalité, on ne nous dit pas qu'aller dialoguer, parce que le dialogue, c'est quoi? C'est céder, ça les faire de concessions, et aussi que l'autre fasse des concessions aussi que tu vas récupérer. Mais là, en réalité, le dialogue qu'on nous demande, c'est quoi? C'est accepter les conditions posées par le Rwanda. En réalité, posées par nous, mais à travers le Rwanda. C'est-à-dire quoi? Céder nos terres, et comme ça ne passera pas au sein de l'opinion, il faut les céder de façon light, de façon maquillée, par une forme de collaboration, par une forme d'entente avec cette coquille vide, ces suppôts du Rwanda, les M23, qui vont exiger d'intégrer 40% d'intégrer l'armée et que 40% des officiers qui vont gérer la zone de l'Est, là, soit les leurs, soi-disant pour protéger les Tutsis qui seraient massacrés. Donc en réalité, vous vendez le pays. Et ce sont ces genres d'accords que nous avons signés dans le passé avec ces gens-là. Et c'est pourquoi vous voyez que la plupart d'officiers rwandais qui se disent Banyamulenge, qui étaient dans notre armée, ont rejoint le mouvement. Et aujourd'hui, ils ont retourné leurs armes contre la République, qui les a accueillis pendant des décennies, qui les a nourris. Voilà. Et on nous demande de dialoguer. On va dialoguer sur quoi? Parce que nous sommes les premiers à avoir initié le dialogue. Lorsque le président de la République arrive en 2019, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? C'est circuler dans l'ensemble, dans nos 9 pays voisins, pour leur dire que voilà, il est là et que le Congo a un nouveau leadership et qu'il y aura une nouvelle approche de collaboration avec nos voisins. Parce qu'avec Kabila, on vivait un peu à vase clos. Et là, maintenant, c'était l'époque de l'ouverture. Le même Kagame qui avait gesticulé quand on a proclamé Tshisekedi, pourquoi? Parce que eux, ils avaient leur agenda du candidat des étrangers qu'ils soutenaient, qui allait justement leur faciliter de pouvoir prendre notre partie Est. Tshisekedi a joué à son jeu, automatiquement, nous avons lancé le dialogue. Dites-nous, c'est quoi que vous voulez, c'est quoi le problème? Et eux-mêmes ont reconnu que les FDLR étaient un problème déjà vidé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait plus tard? Ils nous ont poignardé dans le dos pendant qu'on était en train d'aller dans le processus de Nairobi. Le président est allé même loin pour voir qu'il n'avait aucun problème avec le Rwanda, ni avec l'Ouganda. Il les a mis ensemble parce que tous nos 9 voisins devaient s'entendre. Les faux ennemis, comme j'aime les appeler, Paul Kagame et Kaguta Museveni, le président les a réunis dans une médiation avec comédiation avec le président angolais. Le président les a réunis, on a commencé le dialogue, mais c'est le Rwanda qui a quitté la table des négociations pour aller nous agresser. On avait compris que le problème c'était les mines. On a proposé au Rwanda de faire un partenariat win-win. Nous avons les minerais, eux peuvent avoir la technologie, même si ce n'est pas une technologie que nous ne pouvons pas nous offrir, mais au nom de la paix, faisons profiter à tous nos peuples les minerais qui se trouvent en RDC. Si un Congolais sait exploiter les minerais de son pays, autant les faire. Si un Chinois quitte la Chine pour venir exploiter les minerais ici, il ramène ses machines, tout ça pour exploiter, et puis il paye ses impôts. Pourquoi pas un
frère rwandais, un frère ougandais, un frère sud-africain, un frère burkinabé ou un frère malien. Autant que nous pouvons aller exploiter de l'or au Mali, aller exploiter le cacao en Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Tu viens, mais tu payes tes impôts. Donc l'idée aussi, c'était de pouvoir intéresser le Rwanda pour qu'ensemble, nous puissions faire on va dire, que nous soyons dans un esprit panafricain pour faire comprendre que c'est vrai que c'est nos richesses des Congolais, mais les richesses de l'Afrique appartiennent aux Africains, d'abord. Mais en venant exploiter, il faut respecter les lois de ces pays-là et les conventions que nous signons tous, par exemple la zone de libre-échange, tout ce qui connaissent l'unité, tout ce qui concerne l'unité africaine. Mais très vite, le Rwanda a quitté ces schémas-là, parce que c'était un schéma qui profitait au peuple. Mais le régime du FPR n'a jamais été pour le peuple. Le régime du FPR est un régime génocidaire. Ils sont arrivés au pouvoir par les sangs des Tutsis, qu'ils ont manipulés, eux-mêmes ont instigé le génocide. Ils sont restés au pouvoir par la peur. Des gens qui ont été tués, massacrés, qui méritent des sépultures dignes, sont exposés, leurs ossements sont exposés comme ça, parce que c'est un fonds de commerce pour le Rwanda, pour le régime du FPR, et une façon de pouvoir, on va dire, faire du chantage à la communauté internationale. Et le même Kagame tue son peuple de faim. Il y a la misère là-bas au Rwanda. On prend juste quelques bâtiments, tout ça. L'essentiel de l'argent, c'est dans la sécurité. Tout le monde est agent de sécurité là-bas, les Tutsis notamment. Tu ne peux pas parler de politique. Ils contrôlent les médias, ils contrôlent la politique, les élections. Ils sont venus nous faire des élections des élections ici sur les élections, mais Kagame est là-bas. C'est un président éternel qui fait des scores aussi des 90%, 98%. Qui en parle? On a construit quelques bâtiments, tout ça, et on paye des entreprises de lobbying, tout ça, qui viennent, qui payent les médias. Donc, on fait paraître le Rwanda comme étant un paradis à côté de l'enfer de la RDC. Eux sont organisés, mais c'est nous les aventuriers. Et donc, c'est auprès d'eux qu'il faut aller pour aller exploiter, tout ça, pour aller acheter des minerais. On prend des petites filles là, tout ça, des agents des renseignements qu'on exhibe sur les réseaux sociaux, tout ça, et pour vous donner une image d'un Rwanda qui se développe, d'un Rwanda qui évolue, en maquillant les chiffres. Il y a même eu des enquêtes qui ont été publiées pour prouver que même les chiffres des croissances, machin, tout ça, le Rwanda manipule les chiffres. Avec la complicité des institutions internationales, là, pourquoi? Parce qu'il faut donner une image, comme j'ai dit, vraiment d'un paradis à côté d'un enfer. Et Kagame ne pouvait pas accepter un deal win-win qui bénéficie en toute transparence à la population rwandaise et à la population congolaise. Parce que le trafic illicite de nos minerais profite à une caste, profite à un clan du FPR, qui sont les commissionnaires de nos minerais qui vont en Occident et en Orient, mais dont ils sont les seuls à tirer profit. Et en retour, ceux-là pour qui ils volent les minerais amènent des petites coopérations, tout ça pour l'armée rwandaise, qui en réalité tient le pouvoir là-bas, pour payer les médias, pour faire bonne presse au régime rwandais et au Rwanda. Et c'est pourquoi Paul Kagame a choisi la guerre. Parce que la paix est un manque à gagner pour le régime du FPR. Le FPR a trop à perdre avec la paix quand nous faisons la guerre. Ce qui n'est pas le cas avec nous. Parce qu'ils pensaient que comme tout président africain, le président qui allait venir là, on allait lui montrer que voici les intérêts, si tu fais ça, tout ça, tu vas aussi te retrouver avec autant de milliards. Mais il lui a dit niet, le peuple d'abord. C'est là qu'ont commencé tous les problèmes. Et donc aujourd'hui, nous sommes là, on est sur la table, c'est le Rwanda qui a quitté la table et nous a poignardé dans le dos. Mais nous sommes toujours là où nous étions assis. Que le Rwanda vienne s'asseoir et que le Rwanda nous dise qu'est-ce que nous lui devons. Ils ont parlé des FPR, des FDLR. On venait de suspendre un général qui avait collaboré avec les FDLR. Mais en réalité, cette collaboration-là, c'est quoi? Il y a les Wazalendo.
Les Wazalendo, c'est des groupes armés, c'est vrai. Certains sont issus des groupes armés, mais la majorité, c'est des citoyens. Nous, avec CPG, nous sommes allés jusqu'au front là-bas. Nous avons rencontré des enseignants. Nous avons rencontré des femmes, de femmes maraîchères. Nous avons rencontré des enseignantes. Nous avons rencontré des infirmières. Nous avons rencontré des jeunes étudiants qui se sont dit qu'ils ont leur dignité. C'est la terre de leurs ancêtres. Ils ont déjà perdu beaucoup de leurs. Autant prendre les armes pour mourir, arme à la main, en se défendant, avec honneur et dignité, plutôt que de mourir d'une mort lâche en fouillant ces voyous. Et donc, comme c'est une organisation des patriotes, et que certains patriotes s'étaient déjà constitués en groupe d'autodéfense selon les communautés, c'est une question beaucoup plus complexe dont on parlera plus tard, ils se sont tous mis ensemble dans ce mouvement-là des Wazalendo pour repousser l'agresseur, et ils se battent vaillamment, ces jeunes-là que nous avons rencontrés, à Massissi jusqu'à Kichanga. Et alors, les FDLR aussi se sont joints. Ils ont dit, enfin, eux aussi, ils viennent, ils combattent comme des Wazalendo. Jusqu'à ce qu'on se décide de les mettre de côté. Parce que, comme vous savez, c'est un groupe armé comme tout autre groupe armé d'à peine une centaine d'individus, avec des armes vétustes, des armes légères, et dont ils se servent pour parfois tuer notre population. Pas parfois, pour d'ailleurs tuer notre population, parce qu'ils sont des bandits, ils vivent du trafic des bois, de bois de chauffe dans le parc de Virunga. Donc ça n'a jamais été une menace, et ça ne sera jamais une menace pour le régime rwandais. La menace pour le régime rwandais, c'est de continuer sur cette voie de la guerre. C'est de continuer sur cette voie de susciter encore des frustrations. Kagame est venu ici, nous les Kinois, nous les Congolais, nous avons applaudi Kagame ici, au Stade de Martyrs. Une façon pour nous de dire que va et ne pêche plus. Nous t'avons pardonné. Nous avons fermé les yeux sur nos morts. Nous avons fermé les yeux sur toutes ces souffrances-là que Kagame nous a fait subir. Parce que nous voulions regarder de l'avant. Parce qu'il y avait un changement dans notre pays et nous aspirions que ces changements-là puissent aussi amener un changement dans la situation de troubles qu'il y avait à l'est de notre pays. Mais Kagame a craché sur la main que nous lui avons tendue. Et il les payera. Et il le payera cash.